Bonjour, bienvenue au webinaire Renforcer la proactivité et l'autonomie des équipes. Je suis Jérôme Boquet et je vais donc animer cette séquence. Alors, on est ensemble pendant à peu près 45 minutes pour partager ce sujet extrêmement important et d'actualité. Vous pouvez nous retrouver sur notre nouveau site qui est en finalisation de construction à l'adresse qui est en bas et vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'ai publié 6 articles concernant le sujet qu'on va voir aujourd'hui, donc ça me permet de faire l'impasse sur certains points. Et puis cet après-midi ou demain, je publierai le 7e article qui aura un lien avec les échanges que l'on a en ce moment. Donc, j'ai prévu à plusieurs moments de vous solliciter. Si vous avez des questions ou des points ou des attentes, notez-les dans le chat. Vous avez aussi un de mes collègues, Nicolas, qui est présent et qui pourra répondre à toutes vos questions. Le support sera disponible après ma présentation. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez nous contacter et on fera un plaisir de vous partager nos nombreuses expériences sur le sujet. Donc déjà, dites-moi si dans le chat, si vous m'entendez bien, si le son est bon, si tout va bien, avant que je continue. Voilà, donc ça permet aussi de voir si vous êtes là et si tout va bien. Alors, j'en profite pour avancer un petit peu. Donc, qui on est, Ecos Concept, on existe depuis des années. Et bien plus qu'un organisme de formation, on est là pour renforcer la capacité des personnes qu'on accompagne. On intervient principalement en intra-entreprise et donc on va adapter nos actions en fonction du public, de l'équipe, des sujets, des habitudes. Vous avez à droite les différents points sur lesquels on intervient depuis des années et c'est aussi bien sur les modalités que sur les sujets. Et je vous ai mis à gauche les sujets d'actualité et on a bien un sujet qu'on va voir aujourd'hui qui est manager dans l'incertitude. Et on voit bien que les managers sont maintenant dans l'incertitude, mais on a aussi réussir ensemble. Hein, comment faire pour que 1 plus 1 plus 1 fasse 3, 4, 5. Et on va bien travailler aujourd'hui sur un point très important qui est demandé dans beaucoup d'organisations, c'est l'autonomie et la proactivité. Alors, comme je vous l'ai indiqué, poser des questions, échanger, partager. Et j'ai découpé ma présentation en 5 grandes séquences. Je vais revenir rapidement sur le contexte, préciser ce qu'on entend par autonomie, parce que c'est un terme qui a plusieurs sens, et souvent on confond autonomie et indépendance. Ensuite, pareil sur la proactivité. Alors, c'est bien la proactivité, mais trop de proactivité, ça peut devenir gênant. Et puis ensuite, je vais vous partager des bonnes pratiques pour effectivement renforcer l'autonomie. Et surtout, il y aura une dernière séquence qui sera la réponse à vos questions, parce que tout ça dépend du contexte, du besoin et de ce qui permettra de se dire effectivement, les personnes sont plus autonomes et ou proactives, mais quelquefois, c'est pas plus d'autonomie, c'est mieux d'autonomie. Donc, hein, partagez vos questions, les éléments et les points clés. Alors, j'avance. Si actuellement, on est dans un contexte qui bouge, ça n'aura échappé à personne, et on a un certain nombre d'évolutions. Alors, on est dans un monde VICA, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu, et on voit bien l'accélération. C'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup, la réussite des changements. On voit bien qu'il y a de plus en plus de changements, l'IA arrive, on s'hybride, il y a multi-projets, et donc ça va amener à devoir travailler dans un monde un peu différent. Alors, quand on dit différent, c'est intéressant parce qu'on le verra, on a des clients où les gens sont trop autonomes et trop proactifs, et quelquefois, ça peut être d'accélérer ou de ralentir. Et il y a un risque, c'est soit l'attentisme, j'attends que ça se clarifie, et il y a un risque que si on attend trop, on disparaisse. Il y a un autre risque aussi, c'est de bien voir qu'on devrait avancer, mais on dit demain, demain, demain. Ce qui a tué beaucoup d'organisations, c'est le encore un petit peu. Beaucoup actuellement sont dans le réactivisme, et l'immense majorité des managers qu'on accompagne et des équipes sont dans le run, la prod, la réactivité, la dernière minute. Mais l'effet inverse, c'est la frénésie. On est tellement proactif, on lance tellement de sujets que finalement, il y a un risque de se disperser. Et à ce moment-là, il y a un risque de finir comme la grenouille. Alors, il y a deux façons de finir comme la grenouille. Première façon,
Au début, ça allait et puis progressivement dans la casserole, l'eau commence, à chauffer, mais c'est tellement progressif que le jour où on décide de sortir de la casserole, c'est trop tard. À l'inverse, il y a aussi la grenouille qui, à force de s'enfler comme le bœuf, explose. On est bien sur la frénésie. Par contre, ce qui va être important, c'est effectivement d'essayer de nouvelles choses, de s'adapter, de s'améliorer, autrement dit, de ne pas attendre, hein, et d'y aller de façon pérenne et de façon réaliste. Et par rapport à ça, on va retrouver ce qui va être important pour réussir dans un monde qui bouge, sachant qu'on va prévoir des choses, mais que ça ne se passe jamais comme prévu, on voit bien qu'on va improviser. Et on va avoir des actions, prendre du recul, identifier les impacts, rechercher, décider, agir. Et on voit bien qu'à ce moment-là, ça va être important d'avoir dans les équipes des personnes et ou des équipes qui sont capables d'avancer en autonomie, mais on va voir ce que c'est que l'autonomie, et qui sont capables de proactivité réaliste. On est intervenu il y a des années pour un client qui nous a dit: «Mes équipes sont tellement proactives qu'elles partent dans tous les sens. Il faut leur apprendre à identifier une cible et des objectifs avant d'y aller, sinon tout le monde va s'épuiser». Ou à l'inverse, hein, on a eu un client un jour qui nous a dit: «J'aimerais que les équipes soient plus proactives, mais il faut suivre toutes les règles, il faut suivre toutes les normes, il faut passer par les 23 process». Et donc on a travaillé par rapport à cette situation. Donc on va bien voir ce que c'est que renforcer l'autonomie et la proactivité pour réussir. Alors, une fois qu'on a fait ça, si je vous dis autonomie, pour vous, ça évoque quoi? Donc je vous propose, dans la conversation, de me dire, d'après vous, c'est quoi l'autonomie? Hein, recherchons collaborateur, collaboratrice autonome. Recherchons manager, manageuse ou manager autonome. C'est quoi pour vous être autonome? Donc je vous laisse quelques instants, hein, je vois que vous êtes présents, vous êtes nombreux à être présents et présentes, donc c'est quoi pour vous être autonome? Hein, quelle est votre définition? À quoi, si je vous disais: «Tiens, vous avez, quelqu'un dans l'équipe qui est autonome, il ou elle fait quoi?» Voilà, je vous laisse quelques instants pour écrire, d'après vous, ce que c'est que l'autonomie. Parce que c'est souvent un terme, extrêmement flou. Alors pour l'instant, je ne vois rien arriver dans mon chat, mais ça devrait arriver. Voilà, je vous laisse quelques instants. Savoir travailler seul, effectivement, c'est un des éléments de l'autonomie, c'est souvent ce qu'on pense. Capable d'agir seul, capable de prioriser, prendre une décision. Excellent. Voilà, ça arrive. Hein, c'est l'effet, c'est l'effet webinaire. Il y a un petit temps de latence. Donc, continuez à écrire. Alors, effectivement, souvent, autonomie, c'est agir seul. Mais on va voir que c'est pas seulement ça. Et nous, ça fait des années qu'on intervient. Et ce qui est intéressant, c'est que la Covid, vous savez, ce moment où ça a beaucoup changé les repères, il y avait des gens avant la Covid qu'on considérait comme très autonomes et qui, face à ce changement, ont été extrêmement perdus, ont beaucoup de mal à retrouver leurs habitudes. Et il y a des personnes qui étaient moins autonomes et que la Covid a permis justement d'amener à faire des nouvelles choses. Et donc, si on parle d'autonomie, on va retrouver souvent une confusion. Vous allez trouver, par exemple, ce type de définition. L'autonomie professionnelle est définie comme la combinaison de la compétence et de la motivation. Et autonome, celui qui sait faire le travail et qui veut faire le travail. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. On peut être autonome sans être compétent. Il y a des gens très autonomes qui ne savent rien faire. Il y a des gens très compétents qui ne sont pas autonomes. Et puis, on peut avoir du sens et pas forcément de l'autonomie. Alors, les trois sont complémentaires, mais ils peuvent être différents. Et ce sont trois leviers importants hein, pour l'engagement, pour la motivation. Mais il y a des personnes qui seront très motivées si elles ont une autonomie précise, elles savent ce qu'elles ont à faire, et puis d'autres personnes qui vont être très motivées parce qu'on leur donne beaucoup de marge de manœuvre. Hein, et donc, ce qui va être important, hein, c'est bien d'identifier qu'il y a différents niveaux d'autonomie. Et si on regarde la grande définition, j'en ai choisi trois, c'est agir et se gouverner selon ses propres normes. Donc là, on peut dire qu'on est sur l'autonomie d'une personne, d'un adulte, d'une organisation. Mais on est aussi s'organiser dans le cadre donné par rapport à un contrat. Hein, c'est pas l'indépendance, c'est pas je fais ce que je veux, c'est je fais des choses dans un cadre qui est donné. Et effectivement, je prends des décisions. Je n'attends pas qu'on me dise quoi faire. Et donc, j'ai choisi deux repères, hein, les quatre niveaux ou degrés d'autonomie, et on verra après les quatre niveaux et degrés de proactivité. Et par rapport à ça, ça permet de voir que il y a plein de situations différentes, qu'elles ont des avantages et des inconvénients. Donc, si on parle d'autonomie, souvent beaucoup de personnes pensent
indépendance. Et on va retrouver 4 grands niveaux: dépendant, contre-dépendant, indépendant et interdépendant. Alors, vous trouverez une large littérature sur internet, mais je rentre un petit peu dans le détail en vous donnant quelques précisions, hein. Vous aurez mon support. Dépendant, c'est je fais ce qui est à faire, je fais ce qui est prévu, ça se passe très bien. J'arrive dans l'organisation, je débute, je ne sais pas, je suis le mouvement, je fais ce qu'on attend de moi et ça se passe bien. Ça peut être aussi, on m'a habitué pendant des années à faire et à pas faire plus. Ou dans le passé, quand j'ai essayé de prendre plus d'autonomie, c'était pas possible. Contre-dépendants, c'est des personnes qui vont exister en râlant, en étant contre, en n'étant pas d'accord. Indépendants, ce sont des personnes qui travaillent seules et qui souvent travaillent en ce qu'on appelle en France en toute autonomie. Et c'est important d'être indépendant. On ne bosse pas tout le temps en permanence. Une bonne équipe, c'est par moment on travaille ensemble et par moment on travaille seul. Donc, on peut être indépendant sur un dossier, sur un sujet. Mais si on reste tout seul et que finalement on voit son manager que quand il y a un problème ou à l'entretien annuel, eh ben on est laissé en toute autonomie. Alors que l'interdépendance, c'est par moment je suis indépendant, mais on va travailler ensemble, on va travailler en équipe, on va échanger, on va partager. Et c'est ça qu'on va rechercher dans une équipe sportive. Si on a dans une équipe de basket 5 indépendants, chacun prend la balle, chacun essaie de marquer des paniers, mais il y a un risque qu'on ait un mauvais score. Le rôle de l'entraîneur de l'équipe, c'est qu'en même temps, chaque personne connaisse son jeu, mais en même temps qu'on soit une équipe, qu'on se passe les balles, qu'on améliore le jeu. Et très souvent, on a des équipes interdépendantes, et on le verra par manque de temps, on va se retrouver en indépendance. Ou on va avoir des personnes qu'on a laissées pendant longtemps en toute autonomie. Tu ne me verras que quand ça va pas, et quand on commence à leur dire bah, tu en es où, qu'est-ce que ça donne, beaucoup ont l'impression qu'on les contrôle, qu'elles font mal ou autre. Donc on va aussi s'adapter par rapport aux habitudes. Mais on va bien avoir ces 4 niveaux de relation. L'indépendant, par rapport à une difficulté, va avancer seul et éventuellement, à un moment donné, va demander de l'aide. L'interdépendant va plus facilement collaborer, échanger, mais attention, à force de trop échanger, il y a des personnes interdépendantes qui n'arrivent pas à avancer sur leur sujet, hein. Dans les formations Réussir ses priorités, on va par exemple faire travailler les personnes sur par moment, dis oui aux gens qui t'entourent et par moment isole-toi, focalise-toi pour avancer de façon indépendante sur tes dossiers. Vous savez, ces réunions qui s'enchaînent où personne ne bosse entre les différentes réunions, c'est de l'interdépendance, mais ça avance pas. Donc on va se dire: «Où en est mon équipe? Où en est chaque personne et ce que l'on doit faire, qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour le faire monter en autonomie. Mais si on est sur quelqu'un qui débute, si on est sur un sujet nouveau, s'il y a un danger, c'est pas gênant de laisser quelqu'un en dépendance, donc tu fais ça et puis on en parle. Donc ça, c'est le premier point. L'autonomie, c'est un degré et on peut être très autonome, en bossant. Je fais ce qu'on attend de moi dans la zone que je connais, comme on peut être très autonome dans face à une difficulté, je vais en parler à des collègues, je vais aller voir d'autres personnes. Deuxième point, ce qui va être important aussi, c'est de définir le curseur, hein. Il n'y a pas de bonne réponse, mais si on est à 1, le manager fait beaucoup et va sous-traiter à son collaborateur une partie. Si on est à 5, le collaborateur fait la majorité et à des moments, on fera le point et on aura un curseur de 1 à 5 et c'est ça le management. Je m'assure en tant que manager que telle chose soit faite et en fonction de l'expérience et de l'autonomie de la personne avec qui je collabore, je vais lui laisser plus ou moins d'autonomie, mais je veux aussi lui laisser une autonomie qui lui plaît. Hein, si je suis à 5, il y a des personnes qui préfèrent des échanges réguliers et qui veulent un peu plus de sécurité, il y a un risque que la motivation ne soit pas là. Et on rencontre actuellement un problème qu'on rencontre dans toutes les organisations, c'est la tyrannie de l'urgence, hein. L'immense majorité des équipes sont au quotidien, dans la production, dans le run, dans la dernière minute, et on est dans l'action. Alors, c'est pas gênant d'être dans l'action, ça fait partie de l'activité. Le risque, si tout le monde est dans l'action, et y compris les managers, c'est finalement, je ne vais pas aller voir les gens qui vont bien, ou alors je vais aller les voir quand ça ne va pas, ou quand il y a un problème, ou quand c'est prévu. Moralité, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont été laissées en toute autonomie parce qu'elles vont bien, finalement vont dire: «Moi, je ne vois mon manager que quand ça va pas». Et je parle de collaborateurs, mais j'ai beaucoup de managers ou de managers qui me disent: «Mais moi, mon N+1, il me laisse en toute autonomie». Alors que la valeur ajoutée du management et du travail en équipe, c'est bien sûr d'être dans, l'important et l'urgent,
mais c'est aussi d'être dans l'important et le pas urgent. Et la valeur ajoutée d'un manager, d'un chef d'équipe, d'un chef de projet, ça va être dans des actions où on sort du flux. On avance sur des sujets, on priorise ce qu'on a à faire, on va voir son collaborateur en regardant quelle est sa charge de travail, ce qu'on va décaler, ce qu'on va reporter, ce qu'on va moins faire. Anticiper et planifier le futur, mais aussi exploiter le passé. Se voir régulièrement, de temps en temps, plutôt que se voir une fois tous les 6 mois. Parce que plus on attend, plus les événements positifs disparaissent et reste que le négatif. Et puis partager vraiment, se poser, échanger. Tiens, tu en es où? Qu'est-ce que ça donne? Et pas simplement, il y a ça à faire. Car beaucoup d'échanges managériaux, individuels ou collectifs, c'est sur de l'urgence, c'est sur de l'action en cours. Une fois de temps en temps, prendre du recul, euh, faire le point avec son collaborateur quand ça va bien. Et c'est ça, manager. Hein, et c'est pour ça que beaucoup de personnes confondent autonomie et indépendance. Tu as des choses à faire, on fait le point quand c'est prévu, on échange, et je te vois aussi parce que ça va bien, parce qu'après tout, parler de ce qui va bien, ça fait aussi partie du management. Et on a actuellement deux problèmes. Le premier problème, c'est le micromanagement. Alors, je ne parle pas du micromanagement en situation de crise par rapport à des gens qui débutent. On a besoin de les suivre au quotidien. On va avoir, tu en es où? Et il y a beaucoup de personnes qui ont été habituées à travailler à la tâche. Tu fais ça, puis tu viens me voir. Tu fais ça, puis tu viens me voir. Tu fais ça, puis tu viens me voir. Et si on récupère dans son équipe des personnes qui ont été habituées à ça, si du jour au lendemain, on leur dit maintenant, tu es en toute autonomie, c'est toi qui avances, il y en a qui vont apprécier, mais pas forcément réussir. Et il y en a qui vont pas forcément apprécier parce que du jour au lendemain, on ne peut pas passer du 0 au 5. Mais l'autre effet dont je parlais juste avant, hein, qui est un effet extrêmement fort, c'est le macro-management. Autrement dit, on est seul au monde et finalement, on ne verra son manager ou son N+1 ou son client que quand il y a un problème. Alors, je vais vous proposer là, dans le chat, de me dire actuellement, hein, votre situation, 1, vous n'avez pas assez d'autonomie, 2, vous aimeriez bien un peu plus d'autonomie, 3, c'est équilibré, 4, un peu moins d'autonomie serait bien, 5, je suis en toute autonomie la plupart du temps. Allez-y dans le chat, notez-moi votre situation actuelle, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et ça peut venir de bonne foi de votre N+1 qui part du principe que comme vous êtes autonome de son point de vue, expérimenté ou compétent, bah, il n'y a pas besoin d'aller le voir parce que tout va bien. Alors, il ne faut pas passer de je le vois jamais. Quand je dis le voir jamais, hein, ce n'est pas le voir dans les couloirs ou échanger lors d'un Teams, d'un Meet. Je parle bien de prendre un peu de recul. Donc là, pour l'instant, on a 5, 5, 3, 4, 3, hein, et ça peut tout à fait être adapté. Hein. Il y a beaucoup de managers qui prennent conscience de l'importance d'avoir ces points, ces moments pour accompagner. Moi, j'ai des managers qui me disent, mais Jérôme, j'ai 5 collaborateurs, j'en ai 2 qui sont autonomes, ben, je les laisse en toute autonomie, je m'occupe des 3 autres. Et c'est un tort. Mais c'est pas non plus tous les jours, tu en es où, tu en es où, tu en es où. Excellent. Donc, on voit 3, 5, 3, 4, 5. Hein, personne pour l'instant n'a répondu 1, 2. Mais on pourrait avoir des collaborateurs dans certaines organisations qui diraient ça. Et je vous montre un exemple. J'ai animé à distance un groupe d'une même organisation où j'avais une cinquantaine de managers. Et à un moment donné, je leur ai posé la question. Et vous voyez, c'était intéressant parce que un grand nombre, ils étaient à peu près une cinquantaine, un grand nombre a dit c'est équilibré. Mais il y a plus de personnes qui me disaient je suis en toute autonomie que je n'ai pas assez d'autonomie. Alors, le but, c'est pas de passer de on se voit vraiment une fois quand il y a besoin à on se voit tous les jours. Et c'est là on va adapter. La même personne à qui on proposera de la voir souvent, ça peut la motiver, comme une autre personne dans l'équipe, ça peut la démotiver. Donc ça, c'était le premier point. Hein. On va bien voir des degrés d'autonomie qui vont être adaptés à l'environnement. Hein, là, j'étais la semaine dernière dans le domaine du nucléaire. Quand on est sur une installation nucléaire, on va avoir un peu plus de contraintes et de règles du jeu que si on est dans une organisation où on peut innover, où il y a peu d'effets si jamais il y a un problème. Hein. On va bien l'adapter au métier. Alors, quand on parle de proactivité, c'est quoi pour vous la proactivité? Vous voyez, hein, c'est quoi pour vous la proactivité? Alors, je reprendrai les éléments que vous avez mis et puis j'en ferai une synthèse dans mon article en disant voilà, par rapport aux personnes que j'ai eues aujourd'hui, voilà ce qui est ressorti. Bien évidemment, tout ça sera anonymisé. Donc, c'est quoi pour vous la proactivité? Recherchons collaborateurs, collaboratrices, équipe proactive.
Proposer des idées. Ouais. Alors, celui-là, donc j'attends de voir. Ça, c'est l'effet webinaire. Si on était en classe virtuelle avec les micros ouverts, il y aurait des échanges plus vite. Savoir proposer, aller au-devant des problèmes, absolument, tout à fait. Oui, oui, absolument. Alors, c'est un mot qui est plus. Hein, on voit plus de quoi il s'agit, anticiper, absolument, absolument. Hein, donc, mais vous allez voir, j'ai identifié hein, qu'on avait 4 degrés de proactivité, savoir se réajuster. Oui, hein, mais quand c'est en train de bouger, quand tout change autour de nous, quelqu'un de trop proactif qui va trop réinventer le futur et pas assez faire le présent, ça peut être un inconvénient ou un avantage. À l'inverse, quelqu'un qui continue à faire ce qui était prévu, voilà. Donc, hein, savoir prendre des décisions, anticiper, se mettre en action, absolument, absolument. Hein. Et donc, si on regarde, pareil, hein, c'est ce que vous avez mis, réfléchir et agir, prendre des initiatives, trouver des solutions, mais quelqu'un de proactif, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, se prend en charge. Alors, on est d'accord. Si dans l'organisation, quand il y a une erreur, c'est vu comme étant chouette, ça a permis d'apprendre des trucs, c'est important, c'est toléré, c'est même mis en avant, ça sera différent que le dernier qui a fait une erreur dans l'équipe, on l'a pas revu. Moralité, tout le monde aimerait bien faire ça, mais personne n'aura envie parce qu'on attend que il y ait une décision. Hein. C'est vraiment aussi, on s'adapte. Il y a des personnes très proactives et très interdépendantes en dehors du boulot qui, quand elles arrivent dans l'organisation ou dans leur équipe, décident de mettre leur proactivité et leur autonomie dans le vestiaire. Hein. Alors, par rapport à ça, moi, je vous propose, parce que j'ai une grille que je vais vous partager, juste pour prendre du recul, on va avoir 4 niveaux de proactivité, hein, 4 niveaux de comment on se comporte face à une situation. Et les 4 sont bien, on va les doser. Si on est trop dans la passivité, c'est pas bon. Si on est trop dans la proactivité, il y a un risque de perpétuellement réinventer la roue. Nous, on bosse avec une boîte qui est très proactive. Ils sont super, ils sont géniaux, mais ils s'épuisent à force de réinventer le monde tous les matins avec des idées géniales, avec un temps limité. Dans d'autres, il faut 23 étapes de validation avant éventuellement de décider qu'on va peut-être décider un jour. C'est pas bon non plus. Et donc, on va retrouver 4 dimensions. Passif, hein, attendre que les autres prennent des initiatives ou décident, et ça peut être utile à certains moments. Réactif, là on l'a beaucoup. Actuellement, dans beaucoup d'organisations, on est en mode réactivité. Et même les gens les plus motivés, quand elles sont tout le temps dans la réactivité, au bout d'un moment, elles s'épuisent. Alors, on voit bien, durant la Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient réactives et ça a permis de s'en sortir alors que ce n'était pas gagné. Sauf que plusieurs années après, on est toujours dans la réactivité permanente et tous les jours, on sauve le monde et tous les jours, on règle les problèmes qui viennent du fait qu'on n'a pas amélioré le jeu. Hein, et puis, vous avez préactif. Ça, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Préactif, c'est entre réactif et proactif. C'est-à-dire, je prévois à l'avance ce qui risque d'arriver. Hein, et il y a plein de métiers où c'est utile de prévoir le plan A, le plan B, le plan C, sachant, comme disait Eisenhower, que les plannings ne servent à rien, mais planifier est nécessaire. Donc, on va prévoir. Et puis, vous avez effectivement les proactifs, ceux qui vont agir pour que quelque chose se produise. D'accord. Donc, on a bien ces deux dimensions. Quand on dit développer l'autonomie et la proactivité, on va voir quel est l'état des lieux actuel, qu'est-ce qui va, parce qu'il y a toujours des avantages, et qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer et comment. Hein, parce que si on n'identifie pas bien ce que c'est, si on dit être autonome, c'est-à-dire il peut avancer seul, on va juste mettre les gens dans plus d'indépendance. Hein, mais l'indépendance, c'est tu ne me verras que si ça ne va pas. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit quelques éléments donc, que je vous partage. Et puis après, l'idée, c'est d'échanger et de répondre à vos questions. Donc, hein, si vous avez des questions ou des points que vous souhaitez que j'aborde à la fin de ce webinaire, notez-les maintenant. Nicolas, qui est là, peut commencer à vous répondre. Et moi, je les reprendrai après et j'irai plus loin, si c'est possible, hein, dans le cadre de vos questions. Hein. Je n'ai pas inventé la baguette miraculeuse, mais
travaillant de très nombreux groupes clients différents chez Ecos depuis des années, on a bien vu que dans la distrie, ça ne sera pas pareil que dans la recherche, que dans une administration, ce ne sera pas pareil que dans une start-up, que dans une boîte de 3 ou une boîte de 5000, on n'aura pas les mêmes éléments, mais il y aura quand même des grands invariants. Alors, déjà, on va définir un plan d'action où on en est aujourd'hui et dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, quels comportements auront changé, hein? J'avais avant des personnes qui, pour moi, plus d'autonomie ou mieux d'autonomie et de proactivité, ça veut dire quoi concrètement? Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se fait déjà dans l'équipe. Quelles sont les causes? Est-ce que c'est des habitudes? Est-ce que c'est du conditionnement? Est-ce que c'est lié à l'activité? Moralité? Quelles seront les pistes de solutions les plus adaptées? Hein, j'ai des personnes qu'on a mis sur des tâches et tous les jours elles font la même chose. Bah, c'est normal qu'au bout d'un moment, même les gens les plus motivés se mettent en mode je fais ce qu'on attend de moi et pas plus. Il y a aussi un autre effet, c'est comment moi je manage. Hein, si je suis plutôt du style, j'aime être dans l'action, j'aime faire, j'aurais peut-être du mal à prendre du recul. Si à l'inverse, je suis dans je lance des idées, je m'en occupe plus, ça peut avoir d'autres effets. Puis on va regarder une, 2 ou 3 actions prioritaires qu'on va mettre en œuvre, hein, parce qu'il y a rien de pire que de lancer, 50 actions et qu'il se passe rien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être important. Alors je vous livre une grille, il y a plein de grilles de comportement, le 10, le Hermann, et cetera, mais vous avez une grille super intéressante sur le qu'est-ce qui a été attendu et valorisé dans mon équipe ou mon organisation? Si par exemple, dans mon organisation, on est sur la hiérarchie, faire bien, ne pas prendre de risques, et cetera. Si je dis du jour au lendemain, allez, on lance plein de choses, on va lancer plein d'idées, puis on verra bien, ça risque de mal se passer. On va travailler sur développer l'autonomie et la proactivité dans les cadres qui sont prévus. À l'inverse, si on est dans l'adocratie, il faut partir dans tous les sens, il faut lancer plein d'idées, il faut être le premier. On va peut-être travailler sur arrêter de se disperser, formaliser, de la proactivité utile, et cetera. Si on est sur clan, faire ensemble, peut-être pas attendre que tout le monde soit d'accord ou tout le monde soit en phase pour lancer un truc. À l'inverse, si on est dans le marché, de temps en temps se poser parce que, le marché il change, mais si on est tout le temps dans l'action, ça va pas fonctionner. Alors ça peut être, heu l'organisation, comme ça peut être l'équipe dans l'organisation. On peut être dans une organisation marché et être soi-même hiérarchie. Hein, grand classique, les équipes qualité, les équipes process, qui doivent faire en sorte que, oui, d'accord, on va livrer des clients, mais il faut qu'on évite les erreurs, etc. Donc, or, l'autonomie, la proactivité, d'après ses propres groupes, n'ont pas la même notion. Hein. C'est important de comprendre qu'est-ce qui sera bien vu. Deuxième point, et c'est là où je vous partage une grille qu'on a formalisée. Alors, hein, c'est une grille pour ce webinaire, on peut s'en servir dans certaines formations, mais c'est important de prendre ce recul et on verra bien qu'il y a donc on peut être plus ou moins autonome et plus ou moins proactif et les 16 cases, ont des utilités. Donc, j'en ai choisi 3 que je vais illustrer, mais par exemple, dans la dépendance, un dépendant passif, il attend des instructions. Alors, si c'est par moment, c'est pas gênant. Si c'est tout le temps alors qu'on doit bouger, ça va être plus compliqué, hein. Vous voyez, le dépendant préactif, lui, il reste dans le cadre, mais il va anticiper le plan A, le plan B, le plan C. Alors, c'est tout à fait intéressant si on est dans un monde stable, si on peut anticiper ce que l'on va faire. Et si on regarde par exemple le préactif dépendant, il anticipe et sait très bien, mais attention à ce qu'il ne prévoit pas 22 plans au cas où et qu'il passe toute son énergie à prévoir des plans. À un moment donné, si on met trop d'énergie sur la prévention de risques ou de problèmes, on n'avance pas. Et puis il y a un risque que, ils reprennent ce qui a fonctionné parce que ce qui est attendu dans l'organisation. Volontairement sur le contre-dépendant, parce que le contre-dépendant, hein, ça peut être quelqu'un qui a été dépendant mais qui a plus envie, ou souvent des personnes qu'on a laissées en toute autonomie, et puis la zone ne répond pas à ce dont on a besoin. Moralité, ils existent en critiquant. Il y aurait besoin d'aller sur d'autres dimensions, donc je vais volontairement passer sur l'indépendant. Hein. L'indépendant, c'est quelqu'un qui fait des choses, et le grand classique qu'on a dans beaucoup d'organisations,
c'est l'indépendant réactif. Et il y en a beaucoup, et c'est très bien. Ils avancent, ils font des choses. Le risque, c'est qu'ils éteignent les feux qu'ils ont eux-mêmes créés et effectivement, qu'ils s'épuisent au bout d'un moment. C'est-à-dire, je gère les crises, mais je vais faire ce qui, de mon point de vue et pour moi, est utile. Et on peut avoir des personnes qui font des choses super bien, mais ça manque de moments où on prend un peu de recul. Et souvent, c'est des personnes qui sont très dans l'action. Et tant que ça va, ça va. Et ensuite, elles basculent dans le ça va plus et je me désengage. Donc, oui, par moment, on va être indépendant et réactif, bosser en équipe, échanger, partager, améliorer le jeu, permettra qu'effectivement ces moments-là soient utiles. S'il n'y a que ça, on va retrouver des personnes qui vraiment, c'est dommage de ne pas exploiter leur potentiel. Et enfin, parce qu'on pourrait croire que interdépendant et proactif, c'est vachement bien. Oui, oui, c'est important, hein. Par exemple, interdépendant et passif, c'est des personnes qui, par rapport à une difficulté, vont échanger avec leurs collègues, mais on ne va pas forcément prendre de décision. Et le proactif interdépendant, c'est bien, mais attention à ce que, à force de travailler pour les autres et avec les autres, ils ne mettent pas de côté tout ce qu'ils devraient faire. Hein. On va avoir, hein, il va prendre des initiatives, mais il peut prendre du retard sur ses objectifs. Attention à ce qu'il n'y ait pas un double niveau de voilà ce que j'attends de toi, et puis en plus, il est sur plein de projets transverses, il aide plein de gens. Moralité, au bout d'un moment, il n'avance pas. Et quelquefois, il se surengage. OK. Alors, c'était juste pour vous présenter actuellement dans votre équipe, dans votre environnement, c'est quoi les 3 comportements les plus répandus? Dans votre équipe à vous, si je regardais, hein, c'est quoi les 3 plus répandus? Et cette grille sera super utile quand on va prendre des cas individuels, non pas parce qu'on met les gens dans la grille, hein, parce qu'on peut très bien avoir du 11, du 5, mais en fonction de là où la personne est, bah, de se dire qu'est-ce qu'on doit augmenter ou réduire. Donc, actuellement, donc dites-moi avec. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai bougé mon. Dites-moi les 3 comportements que vous avez le plus dans votre équipe. Mettez les numéros. Est-ce que c'est 1, 3, 16? Est-ce que c'est 5, 12, 22? Non, il n'y a pas 22. D'accord. Hein, donc, on est intervenu quand on intervient dans des organisations, on peut avoir du 16, du 10, du 1. Voilà. Regardez, je vous laisse quelques instants. Qu'est-ce que vous avez le plus dans vos équipes? Pour en mettre 4. Hein. Et après, on verra quel comportement vous aimeriez. Donc, le 9 fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et c'est, après tout, ça peut tout à fait être adapté si c'est une partie du moment. Hein, le 13, ouais. Hein, voilà, c'est à un moment donné, on lance plein d'idées. Pour l'instant, j'ai du 9 et du 13 et du 9. Alors, hein, ce qui est enregistré dans le replay, c'est ce que je présente. On ne voit pas ce qu'il y a on voit pas qui a écrit quoi dans l'enregistrement. Moi, je noterai ça. 9, 13, 9. Est-ce qu'il y a d'autres comportements que vous avez le plus dans vos équipes? Hein, quand on nous dit il faut aider nos collaborateurs à prendre plus d'autonomie et être plus proactifs, c'est une très bonne question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce qu'il y a rien, on ne va pas faire une formation à la proactivité et à l'autonomie. Donc, 9, 10, 14. 9, le 10 est très présent dans beaucoup d'organisations, oui. 10, 14, hein, on peut avoir le 2, 6, 10, 14, hein, c'est le 1, 9 et 3. Ouais. Hein, mais pareil, hein, c'est toujours quel est le contexte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui fonctionne bien, qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer parce que ça manque, c'est trop présent ou pas assez présent. Moralité, hein, si je dis à des personnes qui sont dans le 1, 9, 3, prenez des initiatives, soyez autonomes, il ne se passera rien. 4, 11, 14, ouais, prendre l'initiative dans le cadre prédéfini, anticipe ce qui le concerne. 14. On fait maintenant beaucoup d'ateliers collaboratifs pour des équipes travaillant ensemble et on a des personnes de bonne volonté mais qui sont dans leur silo. C'est-à-dire, j'anticipe sur mes éléments et puis quand j'ai fini ce que j'ai à faire, je le passe à mon voisin, mais je n'ai pas forcément prévenu à l'avance. Parce que tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, j'en parle pas à l'autre. La proactivité, c'est dire, tiens, Michel, voilà, moi, dans 15 jours, j'ai ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Qu'est-ce qu'on fait pour? C'est une question d'habitude, c'est aussi une question de temps. Donc,
regardez et on va voir ce que l'on va faire, hein. Donc, maintenant, je vous donne quelques repères de ce qu'on a identifié comme étant des leviers pour effectivement renforcer l'autonomie et la proactivité, mais surtout ces leviers, on va les adapter en fonction de la situation réelle. Alors, si on regarde, hein, et ça va être très important, c'est des gains rapides pour l'équipe et pour les personnes, hein. Le dire: «On va tout changer, vous allez être autonome», ça parle pas. Effectivement, co-construire la solution et si on a des personnes qui sont peu proactives et peu autonomes, on va donner un cadre assez fort et on va les faire travailler à l'intérieur de ce cadre. Si on a des personnes très autonomes et très proactives, on va quand même donner un cadre, mais il sera plus léger parce qu'on sait qu'elles vont le remplir plus facilement. Par contre, il faudra peut-être le cadrer pour éviter que ça parte dans tous les sens. On verra aussi, hein, ce qui est important, c'est pas les grandes décisions, c'est le plus petit pas possible. Et puis de se dire, bah, dans l'équipe ou dans les personnes, c'est qui mes alliés qui vont permettre d'adapter, enfin, par qui je démarre. Et puis ajuster son idée initiale, on va faire ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire on va pas lancer des trucs géniaux, on va lancer des éléments qu'on va faire évoluer en étant soi-même par moments proactif, préactif, réactif ou passif. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce que j'y gagne, directement ou indirectement. Et trop souvent, on vend la solution sans avoir identifié quel est le problème, quelles sont les causes de ce problème. Et la plupart du temps, les personnes souhaitent prendre de l'autonomie dans un cadre réaliste, et puis avoir des idées fait partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, quelques éléments qui vont être importants. Alors, il existe ce qu'on appelle le management situationnel, qui est un modèle très intéressant où on reprend les quatre profils, directif, persuasif, participatif et délégatif. Souvent, c'est compétences et motivation. Moi, je pense qu'il faut enlever ça et on va plutôt panacher. C'est-à-dire, oui, on donnera un peu de directifs, des cadres. Oui, le persuasif, on va être présent, donner du process. Oui, on va associer les personnes. Et oui, délégatif, on va donner une zone. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un peu des quatre et ça fera 100% pour certaines équipes. Mais attention, à suivre, échanger, partager, donner un cadre, même pour les gens les plus autonomes, c'est important. Ça peut être, on a ça à faire pour dans 2 mois, bah, je te laisse une semaine pour que tu avances sur le sujet, que tu le débroussailles et qu'on en reparle. Mais j'ai prévu la prochaine étape. Sauf si je sais que mon collaborateur ou mon collègue, implicitement, va revenir rapidement pour m'en parler. Parce que tous les 2, on est proactifs, on a cette habitude. S'il attend que je revienne le voir et que je ne reviens pas le voir, il y a un risque qu'il ne se passe rien. Autre point qu'on va travailler, c'est limiter l'effet tunnel. Ça, c'est le piège. J'ai du boulot, moralité, bah, on se reverra que si ça ne va pas. Et donc, un point très important, c'est sortir de l'urgence urgente et d'avoir des moments de temps en temps où on parle d'autre chose que du quotidien, hein, qu'on parle d'autre chose, du projet en cours. Tiens, tu en es où? Tiens, ça donne quoi là-dessus? Tiens, par rapport à ça, il y a telle difficulté, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais partons sur une idée simple. Ce qu'on va avoir après, c'est quoi? C'est effectivement se voir régulièrement. Il vaut mieux se voir régulièrement, pas longtemps, que de se voir une fois tous les 6 mois et de faire le point pendant 2 heures. Hein, le piège en France de l'entretien annuel, c'est quand on se voit vraiment qu'une fois par an et qu'on se côtoie le reste de l'année. C'est parce qu'on aura fait des points réguliers toute l'année que l'entretien individuel sera une formalité. On regarde l'année qui s'est écoulée, on se projette sur l'année qui vient et on définit un plan d'action qu'on mettra à jour très rapidement. Autre point qui va être important, hein, c'est de tirer enseignement. Dans l'immense majorité de nos formations, on part du principe qu'on apporte à nos participants des enseignements, mais l'important, c'est que ça vienne conforter ce qu'ils font déjà, ça leur permette d'aller plus loin et qu'on bosse ensemble sur concrètement comment faire. Dans une formation sur développer l'autonomie et la proactivité, le modèle que je vous ai présenté, ça serait une toute petite partie. On bosserait beaucoup plus sur des plans d'action, comment le faire, comment le dire, comment s'y prendre, comment agir si, comment capitaliser sur l'existant, etc. Et puis, un point très important, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir des moments non urgents, une fois de temps en temps, où on sort du cadre, on prend de la hauteur, et alors tu en es où, et ça donne quoi, et raconte-moi, etc. C'est ces moments-là qui font la différence entre le run permanent, on me laisse en toute autonomie, de moments où avec mon collaborateur et moi avec mon manager ou avec un collègue, on va échanger sur autre chose que de l'urgent.
C'est bon? Je vous ai pas perdu jusqu'à maintenant? Vous dites: «J'ai bien fait de venir?» Avant qu'on arrive à la séquence des questions? Je regarde s'il y a des réponses. Hein, posez des questions, hein, il nous reste quelques minutes. Alors, autre point, et c'est le dernier point que je voulais vous présenter en termes d'outils, de repères, hein, parce que tout ça, c'est des éléments à travailler, quand, quoi, comment, à distance, en présentiel, puis il y a aussi les règles du jeu, et cetera. On va avoir un autre point important. Alors, très souvent, on fait équipe parce qu'on a des activités d'équipe. On se voit pour coopérer, collaborer, synchroniser au quotidien. Mais il y a plein d'équipes dans lesquelles chacun travaille sur ses sujets et donc on ne se voit pas vraiment, hein. Ou alors quand on se voit, c'est pas pour faire équipe, on fait groupe. Et c'est important d'avoir des moments dans lesquels on va, partager des expériences, on va s'aider, s'entraider et on va améliorer le jeu. Hein, c'est ça la proactivité, c'est à un moment donné de dire: «Bah, voilà, on a souvent ce sujet-là, prenons un quart d'heure durant notre réunion pour identifier un truc simple qu'on pourra mettre en œuvre d'ici à la prochaine fois». Et en travaillant ça progressivement au niveau individuel et collectif, on va renforcer l'autonomie et la proactivité dans l'équipe, hein. Et on va pas dire: «Je vais renforcer l'autonomie et la proactivité», mais ça va amener des personnes qui peut-être étaient dans le run à de temps en temps, un peu plus travailler sur l'amélioration de l'existant. Et enfin, dernier point, je vous ai mis quelques conseils qu'on retrouve qui sont des bonnes pratiques. Alors, hein, si on était en formation, je ne vous donnerais pas cette liste de 12, on va travailler ensemble et c'est vous, mais voilà quelques exemples. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu, pendant cet atelier, alors vous pouvez choisir un numéro, vous pouvez mettre autre chose, hein, je vous en ai mis 12. Vous voyez, je mets un cadre, mais si c'est pas dans les 12 la réponse que vous imaginez, c'est ça, hein, être directif, donner un cadre, c'est je veux dire, voilà 3 exemples, mais quels sont les vôtres? Donc finalement, à l'issue de ce webinaire, que vous pourrez revoir tranquillement et relire ma présentation, c'est quoi le point où vous vous dites: «Tiens, ça serait intéressant que je le fasse assez rapidement». Donc, soit vous mettez un numéro, soit vous mettez quelque chose en plus. Et puis, on va arriver tranquillement à la dernière séquence. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne? Donc, j'ai le 2, se voir aussi quand ça va. Oui, c'est très contre-intuitif en France, mais se voir quand ça va, parler de ce qui va, bah, non, il y a pas besoin de se voir, vu que ça va. Bah si, justement, on se voit parce que ça va, hein, on se voit parce que ça va, parce que si on se voit que quand ça va pas, c'est normal que les gens, ils arrêtent. Donc effectivement, le 2. Autre point ou question? Allez-y, hein. Dites-moi si vous avez des questions. Alors, je regarde un message. 11. Redéfinir et clarifier. Oui, hein, c'est important. On a beaucoup de personnes qui, on croit que c'est bon. Nombre de fois avec des équipes existantes, on redéfinit les rôles et responsabilités et on voit les trous dans la raquette. Ah, mais je pensais que c'était à toi. Ou les gens qui font en double ou en triple. C'est juste qu'on est au quotidien. Le 6 et le 12, oui. Le feedback positif, dire quand ça va, et le feedback correctif, dire ce que l'autre devrait faire pour que ça s'améliore. Et puis le 12, oui, parler des réussites, échanger ou partager. Ce qui développe la proactivité et l'autonomie, c'est justement qu'on n'en parle pas, mais qu'on ait des personnes qui se disent, bah, quand il y a un problème, je peux y réfléchir, je peux donner une suggestion, je peux essayer quelque chose dans un cadre raisonnable. Et puis par moment, je vais travailler seul, par moment, je vais avancer avec d'autres personnes. Donc on a 3 et 12, oui. Alors souvent, ça c'est un point qu'on fait travailler aux managers. Souvent, on est assez bon dans le lancement, mais on oublie les étapes intermédiaires de suivi. Moralité, quand tout va bien, bah, ça se passe bien, mais on ne dit pas bravo. On capitalise pas dessus. Par contre, quand ça se passe pas bien, on intervient et là, c'est ah bah d'accord, puisque c'est comme ça, la prochaine fois, 3 petits points, hein. Raisonnablement, si mon collaborateur ou la personne dans mon équipe, je sais qu'il viendra m'en parler, qu'on échangera à des moments prévus, bah, il est proactif et interdépendant. Pas de problème.
Bon, par contre, s'il vient toutes les 5 minutes me dire où il en est, c'est peut-être qu'il est proactif, mais pas forcément interdépendant. Peut-être qu'il est dépendant et qu'il veut que je valide tout. Moralité, je vais l'amener progressivement à avoir plus confiance dans ce qu'il fait. Moralité, quand on se verra, c'est bien pour des choses à valeur ajoutée. OK, sur cette réflexion? Alors, il nous reste, on arrive au bout du temps imparti, mais moi, je peux encore, on peut rester encore 2-3 minutes. Dites-moi s'il y a une question, s'il y a un point sur lequel vous aimeriez avoir nos éclaircissements, sachant que vous pouvez nous contacter. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, nous contacter. Donc, voilà, je vous partage la dernière slide. Bah, ça, c'était les questions que je posais. Donc, donc je suis. Mais mince, je suis Jérôme Boquet. Voilà mon numéro de téléphone. Vous avez mon mail et on est bien d'accord, c'est ce que je dis durant tout le webinaire, développer l'autonomie, la proactivité, c'est un but à atteindre, c'est un principe, mais ça va être toujours dans le cadre de quoi plus, quoi moins et comment. Alors, que voulez-vous dire par les alliés pour renforcer l'autonomie? Oui, alors ça, c'est un point, on fait beaucoup d'accompagnement à la réussite du changement. Si vous avez 8 personnes dans l'équipe qui ont des habitudes d'une faible autonomie, et pendant longtemps, on les a habitués à ça, hein, parce que les gens n'arrivent pas dans les entreprises en disant « Ah, je vais être peu autonome ». Souvent, ils ont essayé, et puis comme ça ne s'est pas bien passé ou qu'il n'y a pas de retour, ils ont arrêté. Et c'est là où, dans l'équipe de 8, je vais peut-être me dire, plutôt que de démarrer par les 8, quelles sont les personnes dans l'équipe où, en commençant à travailler avec elles, ça va réussir, et deux, en réussissant, les autres vont se dire ah finalement ça fonctionne bien. Hein. Et donc autant choisir quelqu'un. Alors si c'est quelqu'un qui depuis 20 ans refuse l'autonomie, fait uniquement ce qu'il a à faire, etc., on va pas démarrer par cette personne, on va plutôt démarrer par des personnes où en fonctionnant, les autres vont dire finalement c'est bien. C'est ça la stratégie des alliés. C'est pas je vais aller convaincre la personne qui depuis 20 ans elle s'est mise en contre-dépendance et fait ce qu'elle veut, que ça serait bien qu'on travaille en équipe. Enfin, si vous y arrivez, tant mieux. Mais comme cette personne, vous êtes le 8e manager à avoir essayé, ça ne marchera pas. Si par contre, progressivement, vous mettez en place des actions simples qui ont des bénéfices, très, très vite, cette personne va suivre le mouvement. Est-ce que j'ai répondu à votre question par la stratégie des alliés? Moi j'ai eu des managers souvent qui m'ont dit « Ah, mais j'ai quelqu'un, ça fait des années, il fait comme ça, qu'est-ce que je dois faire ?» Déjà, regardez quelle est la cause. Et puis, c'est une habitude, la personne ne va pas changer parce que vous lui en parlez. Peut-être déjà voir avec elle comment elle voit les choses, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, etc. OK, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il reste 2-3 minutes. Dites-moi. Hein, donc, je reviens sur la page d'avant. Hein, mais plus d'autonomie, plus de proactivité, c'est surtout mieux d'autonomie et mieux de proactivité. Hein. Là, récemment, on est intervenu pour l'entreprise dans le monde du BTP. On voit bien que, par exemple, pour faire un chantier, oui, c'est important. Là, hein, sur un chantier, on échange, on partage, mais avec maintenant la distance, le travail sur tout un ensemble de territoires, il y a ceux qui font uniquement ce qu'on attend d'eux, et c'est déjà très bien. Il y a ceux qui sont tout le temps à gauche et à droite et qui n'arrivent pas à avancer. Puis il y a ceux qui arrivent à j'ai créé un réseau. Quand on me demande de l'aide, je rends service, mais je demande aussi des échanges. Moralité, j'avance sur mes sujets, mais le jour où j'ai besoin de quelqu'un d'autre, il va m'aider. Sur ce, on arrive au bout de ce webinaire. Je regarde s'il y a une dernière question. Merci à vous d'être rendu disponible pour assister à ma présentation. Vous pouvez, je crois que soit maintenant, soit après, vous pourrez télécharger ma présentation. Et puis, si vous avez des questions, si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser ou qui souhaitent échanger avec nous, c'est avec plaisir. Et donc, je vais reprendre une partie de vos réponses en les anonymisant, bien évidemment. Et puis, je vais partager dans le 7e article, peut-être demain ou après-demain sur LinkedIn, ce qui a été échangé durant cet atelier. Il est 14h49. Merci à vous. J'arrête l'enregistrement. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous souhaite une excellente proactivité et autonomie pour les fêtes.
avec modération. Merci, au revoir. Ouf, tuc, tuc. Alors, il me demande est-ce que j'ai arrêté le webinaire. Oui.